3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Debac qui est également à nos côtés, dirigeant associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Est-ce que cette perception du risque vis-à-vis des émergents peut changer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être un mouvement profond Oui, alors, Igor. ça reste une classe d'actifs qui est beaucoup plus petite, donc elle a moins le faisceau d'éclairage sur elle. Mais pour reprendre ce que disait Céline, nous on a aussi parié sur ne pas être pondéré en techno, ne pas être trop américain. Pardon, je vous coupe la parole. Petite parenthèse, sur les Mag 7, donc 7 grandes valeurs, seuls 2 font mieux que le marché américain dans son ensemble, que le S&P 500 cette année, à savoir Alphabet, Google en premier et Nvidia ensuite. Toutes les autres sous-performent le S&P 500. Alors nous, on gère un fonds flexible de 0 à 100, donc il fait 15 cette année, il a fait 15 l'année dernière, et on a très vite... Je pense qu'on partage certaines valeurs avec Céline, mais on détecte des points de surchauffe de valorisation, des surperformances. Le leadership américain, technologiquement, je pense que c'est fini. Sur les sujets d'intelligence artificielle, les Chinois sont au niveau, beaucoup moins cher. Le leadership unique, en tout cas. Ça veut dire que les niveaux de valorisation qui faisaient de l'intelligence artificielle et de la techno américaine un cas unique n'est plus justifié, puisqu'il est plus unique, et qu'en plus, on peut le faire moins cher. L'Asie reste une formidable zone de croissance et de progrès. Et moi, j'étais très en amont sur le Japon. C'est un pays que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup eu de faux départs. Et depuis 2 ans, et même il y a 2 ans, on a eu encore une année. Mais là, enfin, on a un indice Nikkei qui fait plus de 25%. Ça commence à être cher, non, le Japon? Ben oui, mais s'il y a de la croissance et de l'inflation, les profits sont nominalisés. N'oubliez jamais qu'une inflation, ça bénéficie à l'actionnaire, pas au créancier. Et donc, la Chine, qui reste un monde un peu à part, et je souscris sur l'Amérique latine. Alors, on vient de faire ce virage un peu tard, parce qu'il nous manque une année, mais il est clair que l'Amérique latine, via des fonds qui investissent... Bon, l'Amérique latine, c'est le Brésil et le Mexique dans les indices, mais il y a aussi un peu de valeur chilienne, a un énorme retard. Et ce décrochement du leadership américain, il se voit financièrement. Je rajouterais pour les perfs, sur l'Europe, des parties de la cote, comme les banques, comme la défense, l'arrêt de la sous-performance du luxe, qui en relatif redonne entre guillemets une petite performance, qui fait qu'on pouvait tout à fait faire des bonnes performances sur les actions, en se disant c'est un peu derrière nous les techs et l'intelligence artificielle. Mais c'est une vraie année de rupture par rapport à ce qu'on a observé au moins sur les 2-3 années précédentes. Enfin, les 2 années précédentes en l'occurrence. Depuis 2008 presque. Depuis 2008. Il y en avait que pour les États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des classes d'actifs dollarisées, puisque en fait l'Arabie Saoudite, ils ont des dollars, mais c'est sous le sable, c'est en pétrole. Donc mais ça veut dire que, en fait, on voit bien que le leadership et puis l'interventionnisme américain, c'est trop cher payé aujourd'hui. Voilà, c'est trop cher payé qu'un investisseur, en fait, il fait son travail et il dit qu'il y a plein d'autres endroits et que le partage des connaissances avec l'intelligence artificielle et Internet, il est mondial. Donc, il n'y a pas de raison que les Américains... Enfin, il est mondial. Il se fait entre la Chine et les États-Unis. Oui, mais on ne peut pas mettre de côté l'Inde, la Russie, ni le Brésil, ni l'Afrique du Sud sur plein de sujets. Qu'est-ce que ça implique quand on gère des actifs, quand on est investisseur? Et peut-être que c'est aussi l'occasion de parler de l'Europe en cette fin d'année 2025, qui n'a pas démérité sur le plan boursier, avec des beaux moteurs, comme vous le disiez, le secteur bancaire, le secteur de la défense. Secteur bancaire, ça me fait penser à l'union des marchés de capitaux. Secteur de la défense, ça me fait penser à la stratégie d'autonomie stratégique de l'Europe. Est-ce que le marché commence à prendre au sérieux l'Europe quand elle cherche à franchir de nouvelles étapes en matière de construction? Je dirais que du point de vue de l'État-nation, effectivement, l'Europe n'offre plus beaucoup d'avantages, puisque c'est vrai qu'on se dirige vers cette organisation mondiale. Donc l'Union européenne fait plutôt sujet à beaucoup de critiques. Mais qu'est-ce qu'il y a Moi, je dis toujours, la réussite de l'Europe ou de la zone euro, c'est Airbus et l'euro. Et je rajouterai un 3e point, c'est l'épargne. Donc c'est la très grande richesse des ménages européens que tout le monde convoite, les Chinois, les Américains, d'où d'ailleurs le rééquilibrage du commerce mondial avec les droits de douane américains. Et en fait, c'est ça nos avantages. Nos inconvénients, c'est évidemment notre incapacité à réellement faire de la croissance aujourd'hui, notre désalignement stratégique ou notre diversité, et puis une culture de la norme qui effraie énormément finalement nos partenaires. Je mets de côté l'histoire Euroclear à voix russe qui aurait peut-être aussi... faudrait peut-être faire attention à ce qu'on fait avec notre monnaie, mais vraiment l'euro, on ne peut pas dire que l'euro ne se soit pas installé dans le paysage mondial. Ça fait
beaucoup de bruit aux États-Unis. Ils n'aiment pas cette monnaie, parce qu'ils aiment bien avoir la seule. Ils font tout pour que les Chinois n'aient pas la leur. Donc, c'est vraiment une réussite. Et après, pour faire écho à ce qui se passe sur les matières premières, le grand désavantage de l'Europe, c'est qu'on n'a pas de matières premières. Donc, on n'intéresse pas grand monde. Aucun envahisseur. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, la lutte... Pas forcément une mauvaise nouvelle, mais oui. Plutôt, je trouve, mais la lutte, elle est sur ces sujets. Le déséquilibre majeur entre l'offre et la demande de matières premières, de métaux précieux, de terres rares, parce qu'en fait, tout ce qui nous entoure a été extrait ou est moissonné et cultivé. Donc, et nous, à part l'agriculture, où on est à peine indépendant, en tout cas en France, on n'a pas ces matières premières. Très peu. Et ça, c'est l'enjeu de demain, parce que c'est très lié à la technologie aussi. Bon, sanction un peu dure, je trouve, mais effectivement, on verra comment les choses se développent. Franchement, le réarmement militaire d'une zone et d'une nation ne peut pas être un projet qui soit, à mon avis, humain et de progrès technologique, même si on sait que toutes les applications civiles viennent du militaire. Mais je ne suis pas sûr. On loue ça aux États-Unis, donc je vois pas pourquoi ce serait pas intéressant de développer un tel écosystème chez nous. C'est quand même global depuis très longtemps, le progrès, les investissements, la fluidité des capitaux, c'est dans tous les secteurs, que ça soit dans la start-up. Là, concentrer énormément sur ce sujet au détriment d'autres, on parle de la santé, puisqu'on a quand même très peu de leaders dans la santé. Je mets de côté la Suisse. Repower, Chips Act. Il y a quand même... alors, c'est pas des formules magiques. Ça sera très long. D'accord. Ça sera très long. Mais il faut bien faire quelque chose, quand même. Oui, mais c'est toujours plus facile de dépenser l'argent des autres. Mais je pense que réindustrialiser, on a déjà entendu cette petite musique il y a quelques années en France. Aujourd'hui, on est... C'est un mirage. Il n'y en a pas de réindustrialisation. Il n'y a pas eu de grande usine rapatriée aux États-Unis, il y en a. Mais parce que les moyens de coercition sont un peu différents. Bon. C'est les mouvements d'ailleurs de taux qu'on observe en cette fin d'année. On reconstitue un peu de primes sur les parties longues de courbe de taux. Là. La pontification, on aimerait bien voir pétrifiée. On en discutait, puisque j'ai fait un petit lapsus en parlant de pétrification de la courbe des taux. Il faut quand même dire que la volatilité de l'indice MOVE a beaucoup baissé. Donc on est dans une situation qui est plus normalisé en termes de courbe des taux. Le marché arrive à mettre un prix quand même sur cette nouvelle situation. En tout cas, momentané, je pense qu'il est difficile pour un investisseur, c'est d'appréhender le caractère désynchronisé des régimes d'inflation. Déflation quasiment en Chine, nous autour de 2, les Américains plutôt 2,5, 3. Ça, c'est plus difficile pour, à mon avis, piloter la politique monétaire. Sur la croissance, on sait que mondialement, on va avoir autour de 8, 3, qui est normalement une croissance réelle qui permet à beaucoup d'entreprises de prospérer et d'avoir justement une courbe de croissance des bénéfices par action et donc de la création de valeur. Donc ça, pour un investisseur en actifs risqués, c'est le présupposé, c'est qu'il faut qu'il y ait de la croissance réelle. Après, la variable prix, on sait que les profits sont nominalisés, mais c'est un peu plus un sujet pour les investisseurs obligataire. Et donc, le niveau de taux d'intérêt aujourd'hui, moi, je trouve qu'il reflète une situation, et d'ailleurs, l'indice MOVE a bien baissé, comme le VIX, mais on est dans une situation de fin d'année où tout le monde est content de l'année qui vient de s'écouler, il me semble. Et donc, jouons safe cette fin d'année, quoi.